Alors, l'autre grande catégorie de minéraux où on peut trouver le fer, c'est sous la forme de roches qu'on appelle les roches glauconieuses. La glauconie, c'est une roche. La glauconite, c'est un minéral. D'accord? Alors, si vous vous rappelez, la glauconite, c'est un minéral de type argileux constitué à partir de produits d'altération micacés. Et quand vous vous rappelez de la formule chimique des mica, ce sont des éléments ferromagnésiens très riches en fer. Donc on comprend facilement pourquoi dans la glauconite on trouve un taux relativement important de l'élément chimique fer. Donc quand la glauconite va donner de véritables roches qu'on appelle des glauconies, ces glauconies également peuvent donner des véritables gisements de fer. Donc la glauconie est une roche de type argileuse, principalement c'est très riche en fer, de couleur verte, généralement sous forme cryptocristalline. État intermédiaire entre l'état cristallin et état amorphe, cryptocristalline. Elle peut occuper la loge des micro-organismes ou bien la loge des fragments d'organismes, qui peuvent, ou bien alors les épigénéiser tout simplement, ces fragments d'organismes ou bien ces micro-organismes. Alors, les granules de glauconie se forment au cours de la diazénèse dans les sédiments marins littoraux, surtout dans les sédiments marins littoraux. D'accord? Mais là où les sédiments sont relativement fins. Quand on parle de sédiments marins littoraux, avec des types argileux, on n'est pas carrément au niveau du rivage. Il faut être dans des milieux plus ou moins profonds pour qu'il y ait des dépôts d'argile. D'accord? Alors, ils peuvent ensuite être dégagés par les vagues et transportés par le courant et entrer alors dans la constitution du matériel des dépôts détritiques. D'accord? Donc, on va retenir tout simplement que la glauconie, ou bien les roches glauconieuses du moins, sont relativement riches en fer, donc peuvent constituer de véritables minéraux de fer. Alors là, c'est les images d'illustration pour vous montrer que les taches verdâtres ici, c'est des dépôts argileux riches en fer, qu'on appelle les glauconies ou les glauconies. Les gîtes d'altération. Et les gîtes d'altération. La différence, ça vient par rapport à leur contexte de mise en place. On a vu les placères. Retenez que les placères sont des gîtes d'altération, mais constitués par des produits d'altération détrités. Le fer, ou bien les minéraux de fer et les minéraux phosphatés, ce sont également des gîtes d'altération, mais où les produits d'altération ont été transportés d'abord à l'état ionique, puis sédimentés ailleurs. Les gîtes ou bien les minéraux sédimentaires, c'est des éléments qui ont été tirés quelque part, arrachés quelque part, altération transportée, puis déposés ailleurs avant d'être remobilisés sous différentes formes et déposés soit par précipitation chimique directe ou bien par précipitation chimique indirecte. Maintenant, quand on parle de gîte d'altération tout court, on fait allusion surtout aux roches résiduelles. D'accord? On fait allusion surtout aux roches résiduelles. Donc, quand il y a altération, vous avez des éléments solides qui partent, des éléments ioniques qui partent. Les résidus qui sont là, qui ne bougent pas, vont subir une transformation sur place. Alors, essayons de voir, par exemple, ou bien faire la comparaison, pour voir comment évoluent ces formations résiduelles, ces roches résiduelles, jusqu'à donner de véritables gisements. Si on fait la comparaison par rapport aux roches métamorphiques, si vous vous rappelez les roches métamorphiques, c'est d'anciennes roches qui étaient là et qui vont subir à l'état solide une transformation à la fois physique et minéralogique à l'état solide, mais dans des conditions de pression et de température élevées. Autrement dit, il faut qu'on se retrouve en profondeur. Je répète,
Les roches métamorphiques, ce sont des roches qui ont été transformées à l'état solide sous l'action de la pression et de la température élevée. Mais cette transformation, elle se fait à la fois de façon mécanique physique, mais également de façon chimique minéralogique. Ce qui fait la différence entre les roches résiduelles et les roches métamorphiques, c'est que pour ces roches résiduelles, on n'est plus dans un contexte profond, avec des températures élevées et des pressions élevées, mais on est dans un contexte exogène, dans un contexte où vous êtes dans un environnement où vous avez la température qui est relativement faible, la pression n'existe pas. Mais à l'état solide aussi, ces résidus-là, ces roches préexistantes à l'état solide vont subir une transformation physique et minéralogique. Mais dans un contexte où la température ne joue pratiquement pas pour transformer la roche, ni la pression. Ouais. Alors maintenant, si on est dans un contexte superficiel, dans un contexte exogène, contexte endogène, principalement c'est la température qui agit, c'est la pression qui agit, peut-être même des fluides également interstitiels qui agissent. Mais quand on est dans un contexte exogène, qu'est-ce qui va agir? Pour entraîner cette transformation à la fois physique et minéralogique de roches préexistantes. Oui, c'est ça. Principalement les agents d'altération, on va dire les agents météoriques. Ces agents météoriques, c'est d'abord l'eau, c'est les variations de température, ça peut être même le gel et le dégel, ça peut être le vent. À côté, vous avez aussi la végétation qui peut agir. D'accord? Donc c'est ça qu'on va essayer de voir. Comment, dans un contexte exogène, les roches qui sont là, préexistantes, qui n'ont pas été déplacées, peuvent subir une transformation sur place, à la fois physique et minéralogique, pour donner de véritables jugements, pour donner de véritables gîtes d'altération. D'accord? Et les principaux gîtes d'altération que vous connaissez, on connaît, c'est la latérite, c'est la bauxite. D'accord. Alors, donc, quand vous avez des roches préexistantes qui est là, une roche qui au départ est toute saine. La roche est là, au départ, supposons que c'est une roche plutonique, granitique, ou bien une roche volcanique, toute fraîche, sans au départ aucune altération. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Comme on l'a dit, sous l'action des agents d'altération, les agents météoriques, comme la végétation, qu'est-ce qui va se passer en premier lieu? On va voir, s'il s'agit de température, variation de température, qu'est-ce qui va se passer sous ces roches-là superficielles? Qu'est-ce qu'une variation de température peut avoir comme des fissures, c'est-à-dire une dilatation, une création de fracturation, de diaclase, de fissuration, etc. D'accord? Vous voyez que si la température agit comme ça, mais avec les eaux météoriques, ces eaux peuvent également accélérer ce phénomène d'altération. Parce que les eaux vont s'infiltrer à travers ces fissures, à travers ces diaclases, créer, n'est-ce pas, des phénomènes de dissolution, des phénomènes d'hydrolyse, etc. Donc accentuer ça. S'il y a également l'action d'une végétation qui est là, la pénétration des racines également, ça peut favoriser toujours cet éclatement de la roche ou bien cette dilatation de la roche. D'accord? Alors, à la longue, vous allez avoir des éléments qui vont partir à l'état détritique, à l'état ionique, mais ceux qui restent sur place, les résidus qui restent sur place, peuvent être enrichis avec apport d'autres substances. Sur place, vous avez des substances qui partent à l'état détritique, à l'état ionique. Mais sur cette même place-là, des phénomènes de ruissellement peuvent apporter d'autres substances pour enrichir ces résidus-là. Pendant cet enrichissement, les eaux de ruissellement peuvent apporter du fer. Je donne juste un exemple. Ça peut apporter d'autres éléments chimiques, du phosphore ou bien d'autres éléments chimiques. Et du coup, les résidus que vous avez ici vont être enrichis
puisque quand vous avez des ions, vous avez des substances ioniques qui se rencontrent, il y a possibilité qu'il y ait néoformation, ou bien il y a possibilité qu'il y ait substitution. Donc du coup, sur place, on va avoir de nouveaux minéraux qui vont se constituer. Et parmi ces nouveaux minéraux, il y a toujours le phénomène d'oxydation, la mobilisation du fer sur l'action de l'oxygène, parce qu'on est à l'air libre. Il y a l'oxygène de l'air qui agit directement sur ces substances-là. Donc principalement, vous avez l'oxydation qui se produit. D'accord? Mais également, vous avez d'autres réactions qui peuvent se produire pour entraîner la création d'autres nouveaux minéraux. Alors, si à l'origine, par exemple, vous avez du granit qui est là, les eaux de ruissellement qui apportent des substances, mais qui sur place également vont entraîner l'hydrolyse. Si vous avez dans la roche-mère des minéraux silicatés, ça vous l'avez toujours appris, les minéraux silicatés, sous l'action de l'hydrolyse, sous l'action de l'hydratation, etc., transforment ces minéraux silicatés-là en minéraux argileux, comme les minéraux argileux provenant de l'hydrolyse des minéraux silicatés, la kaolinite, qu'on trouve principalement dans les bauxites, la kaolinite, l'élite, smectite, etc. Des minéraux qui peuvent être très importants pour l'économie. Parce qu'on verra que c'est des minéraux essentiels également dans certaines productions. Peuvent constituer, ces minéraux en ce moment peuvent constituer de véritables matières premières pour pouvoir exploiter ces substances-là. D'accord? Donc, ce qu'on appelle roches résiduelles, dans la catégorisation des roches exogènes, retenez que ces roches résiduelles peuvent subir un enrichissement à la fois mécanique et chimique pour donner de véritables gîtes d'altération, comme la bauxite, comme la latérite. Alors maintenant, les conditions, les différentes conditions qu'on peut noter par rapport à la mise en place de ces gîtes d'altération comparé à comment on appelle ça, à la genèse de la roche-mère, on peut être dans des contextes très différents, des conditions très différentes, parce que la roche-mère qui est là, ça peut être une roche sédimentaire à l'origine, ça peut être une roche métamorphique à l'origine ou bien une roche magmatique à l'origine. Donc on sait les conditions dans lesquelles ces types de roches se forment, donc très différentes, ces conditions très différentes par rapport à la mise en place de ces gisements ou bien de ces gîtes d'altération. Alors, je ne sais pas si vous voyez nettement ici les noms. Là, c'est la roche-mère en rouge. Là, c'est un horizon qui est fissuré, fragmenté. Donc, ça veut dire qu'au départ, vous avez jusqu'à la surface toute la roche qui était saine. D'accord? Donc, sous l'action des agents d'altération, il va y avoir au départ des fracturations comme ça, infiltration des eaux qui vont entraîner une altération de plus en plus poussée, et la partie superficielle, plus exposée au rayonnement, plus exposée à d'autres agents, va être davantage altérée, et finalement, ce qu'on avait ici, seulement des fracturations de gros blocs, ces fracturations et ces gros blocs vont être réduits, parce que l'altération se poursuit, vont être réduits à des tailles plus fines pour donner ce qu'on appelle les altérites. Retenez que altérite, c'est lorsque l'altération est tellement poussée sur place qu'on se retrouve avec des grains de la taille des sables. Et quand cette altération se poursuit, on passe des sables à des éléments beaucoup plus fins qui vont avoir la taille des argiles. En ce moment, on parle de... Qu'est-ce que vous lisez ici? Vous n'avez pas le support avec vous? Vous lisez pas bien à lire, non? Vous avez les... Vous avez les allotérites, d'accord? Alors, maintenant, isoaltérite veut dire quand vous avez, n'est-ce pas, ces altérites-là qui se retrouvent consolidées et qui vont donner une texture identique à la roche-mère. Alors, je veux tout simplement vous montrer que
que quand vous avez une roche mère qui est là, qui progressivement va subir l'action mécanique et l'action chimique des agents d'altération, il se fait ce qu'on appelle un profil d'altération. Depuis la roche mère jusqu'à la surface, un profil d'altération, où vous avez des horizons de couches de nature différentes. L'horizon profond, c'est la roche mère. L'horizon qui suit, c'est la roche, c'est le niveau où la roche mère a subi des fracturations. L'horizon plus superficiel, l'altération est tellement poussée que les grains sont réduits à la taille des sables. Alors vous imaginez, si on était par exemple dans un contexte magmatique où vous avez des aires de production d'or, par exemple, les zones de minéralisation, qu'est-ce qui se passe? Dans ces zones-là, on va, au niveau de ces artères-là, créer des trous pour aller chercher la substance minérale, comme par exemple l'or. Je vous dis tout simplement, si vous voyez à la télé, les gens faire des trous, descendre dans ces trous-là pour aller faire de l'orpaillage, c'est parce que vous êtes dans une ère magmatique et que ces gens sont en train d'exploiter les altérites. Ces altérites, je répète, c'est lorsque l'altération est poussée sur place, réduction de la taille de la roche jusqu'à des niveaux de sable. Et dans ces niveaux de sable-là, il faut se trouver des substances utiles comme l'or. En ce moment, dans la zone, les gens font de l'orpaillage. Quand vous voyez les gens creuser, entrer dans ces trous-là, c'est souvent dans l'exploitation dans les artères. Maintenant, quand l'altération est davantage poussée, la roche est réduite à la taille des argiles. Et c'est là où on se retrouve avec les bauxites et la latérite. D'accord? Alors, ces bauxites et latérites sont beaucoup plus riches maintenant en dépôt d'oxyde de fer et en dépôt d'alumine. Parce que vous avez un autre agent qui va agir davantage à ce niveau-là. À la fois, l'eau a entraîné une hydrolyse jusqu'à créer des argiles, mais la température, surtout l'ensoleillement, va favoriser cette précipitation chimique, cette oxydation qui va finir par donner ce qu'on appelle ici les allotérites qui sont beaucoup plus riches en dépôt d'oxyde de fer mais en dépôt d'alumine. Maintenant, quand vous avez ces niveaux argileux, ces niveaux de bauxite, ces niveaux de latérite, si on n'est plus dans un milieu humide, on est dans un contexte d'anidification, d'accord? Tout de suite, les dépôts argileux vont être couverts par un encroûtement à la surface, un encroûtement, une surface burstique. On va appeler une cuirasse, latéritique. Donc, si vous voyez dans la nature, dans votre localité, une cuirasse latéritique, c'est que vous êtes au-dessus d'un profil d'altération où l'aridification climatique a entraîné cette surface burstique à un encroûtement comme ça. Ça va? Alors, c'est bon? Alors, pour voir ce que vous avez retenu par rapport à ce que je viens d'expliquer, c'est quoi une cuirasse latéritique? Pourquoi une cuirasse latéritique? Et dans quel contexte la cuirasse peut se former? La cuirasse. Projet du granit. Alors, d'abord, vous voyez, si je dis ici roche saine, la roche originelle, retenez que ça peut être de nature quelconque. Ce que vous avez ici, ça peut être d'anciennes roches plutoniques, ça peut être d'anciennes roches volcaniques, d'anciennes roches métamorphiques et même d'anciennes roches sédimentaires. On est d'accord? Dans tous les cas, l'altération crée ce profil-là, où la roche saine est en profondeur,
et puis vous avez des horizons qui se dégagent. D'accord? Dans les horizons les plus superficiels, on tend vers les altériques et vers les allotériques. Niveau arélithique et niveau argileux. D'accord? Comme ici, c'est plus superficiel, les eaux de ruissellement vont agir davantage, l'ensoleillement va agir davantage, on tend vers la formation de ce qu'on appelle les latérites et les bauxites. D'accord? C'est des roches argileuses. Donc je dis que si on est dans un contexte d'aridification, il n'y a plus pratiquement d'eau, forcément à la surface de ces argileuses, il va y avoir création de surface durcie, un encroûtement. Ça vous rappelle cette discontinuité qu'on a déjà vue. D'accord? Donc les cuirasses latéritiques en réalité correspondent à des surfaces durcies. Des encroûtements de niveau argileux de la surface. D'accord? Maintenant, quand vous détapez, vous enlevez la cuirasse, vous pouvez tomber sur la latérite ou bien sur la bauxite. Quand est-ce qu'on peut avoir de la latérite, quand est-ce qu'on peut avoir de la bauxite? Tout va dépendre de la nature originelle de la roche. D'accord? Il y a un tableau qui va suivre. Vous allez nous dire quelles sont les roches qui peuvent donner plus de latérite et quelles sont les roches qui donnent plus de bauxite. Alors, pour l'instant, retenez que dans ce profil d'altération, depuis la surface jusque dans les profondeurs plus importantes, l'action des agents d'altération, ouais, on a la cuirasse avec ces éléments qui peuvent être mobilisés. Vous avez la zone argileuse, hyper alumineuse parfois. Vous avez des dépôts d'oxyde et de bauxite, parfois des niveaux phosphatés. Tout dépend de la nature de la roche originelle. Si la roche originelle au départ présentait l'élément phosphore, il est clair que là on peut se retrouver avec une zone argileuse très riche en phosphate. Ou bien vous avez la présence de terres rares. On se retrouve également avec des zones argilisées riches en kaolin, toujours dans la partie superficielle. Maintenant, quand vous êtes dans les grandes profondeurs, on passe progressivement à la roche sèche. C'est ce tableau dont je vous parle. SiO2, Al2O3, FeO3, ce sont des éléments majeurs. Dans les roches, dans les minéraux, vous avez ce qu'on appelle les éléments majeurs, les éléments mineurs et les éléments en trace. On l'a vu pour le cas des phosphates. D'accord? Alors, on s'intéresse ici à ces trois éléments majeurs. Premier cas, vous avez du granit comme roche-mère qui va subir une altération, qui va dégager un profil d'altération et donner de la latérite. Je vous demande de regarder la composition en SO2 du granit avant l'altération et au bout de l'altération, ce qui reste. Même chose pour Al2, même chose pour FeO3. Quand vous regardez les dépôts argileux, les dépôts sédimentaires peuvent également subir, en tant que roche originelle, roche mère, une altération pour donner de la latérite. Donc là aussi, si on regarde au départ et en arrivée, la composition du SO2 ou bien la composition de Al2. La même chose si on a affaire avec une roche magmatique basique, le basalte, qui peut également évoluer jusqu'à donner de la latérite. Alors, composition au départ, composition à l'arrivée, pour chacun de ces éléments majeurs. Même chose pour la serpentinite, qui également évolue pour donner de la latérite, etc. Maintenant, la question que je vous pose, quelles sont les roches qui, après leur altération, donnent, n'est-ce pas, ces composés-là beaucoup plus riches dans la roche originelle. Si on prend ces trois éléments chimiques, après altération de ces quatre roches originelles, quatre roches de départ, serpentine, basalte, argile et granit, dans quel cas, après altération, vous avez un enrichissement
en SiO2, en Al oxyde de fer ou bien oxyde d'aluminium? On peut citer des exemples. Donnez-moi juste un exemple où vous avez un enrichissement. Pour le granit, SiO2. Alors, SiO2, il y a plutôt un appauvrissement. Là, il y a un enrichissement ici. Là, également, il y a un enrichissement. D'accord? Alors, l'autre question, quelle est l'origine de cet enrichissement? En oxyde d'aluminium et en oxyde de fer. Vous voyez que la roche mère ne présente pas des taux forts comme la roche résiduaire. C'est l'oxydation. C'est l'oxydation. Oui, il y a oxydation, effectivement, il y a oxydation, mais on peut également, c'est pour vous ramener au point de départ, vous disiez que si vous avez des résidus qui sont là, souvent vous avez un apport d'autres substances. Donc il y a forcément enrichissement, plus maintenant l'oxydation qui va se produire. Donc des questions comme ça pour venir à l'examen. Expliquer l'origine de l'enrichissement ou l'origine de l'appauvrissement de la roche mère. Oui, que c'était une Oui. Bon. Alors, regardez. Je prends juste l'exemple du granit. Suivez, je prends l'exemple du granit. Donc, je prends ces trois exemples. On a pris ici que trois exemples d'éléments majeurs. Mais on peut vous proposer d'autres éléments majeurs ou bien d'autres éléments mineurs. C'est pour vous montrer que parfois, l'évolution d'une roche mère vers une roche résiduaire, vers les gîtes d'altération, ça se fait par enrichissement comme ça peut se faire par appauvrissement par rapport à tel ou tel élément chimique. Si on prend le granit par rapport au SiO2, dioxyde de silicium, vous voyez ici le taux 73,3% de silice dans le granit. Mais ce granit-là, qui a évolué par altération sur place, se retrouve avec 46,6% sous la forme latéritique. Il y a appauvrissement. S'il y a appauvrissement, ça veut dire que l'élément SiO2 a été drainé. Le souvent, quand il y a altération du granit, d'accord, le quartz, le plus souvent, est drainé vers les milieux de cours d'eau. D'accord? Alors, la silice, par ce qui reste, va subir une oxydation sur place. Peut-être la silice qui était déjà contenue et reste sur place, mais devient de plus en plus faible en termes de taux. Par contre, si on s'intéresse toujours au granit, à sa teneur en oxyde de fer, 16, mais à l'arrivée, on se retrouve ici avec 24. Donc ça veut dire que certainement, par rapport à la roche mère, il y a eu un apport de plus et une oxydation. Apport d'éléments d'aluminium, ou bien apport de fer, suivi d'une oxydation. Comme également, même s'il n'y a pas un apport important, mais puisque la roche se retrouve à l'air libre, l'oxydation devient de plus en plus intense et mobiliser l'aluminium ou bien mobiliser le fer pour déposer de plus d'oxyde de fer ou bien d'oxyde d'aluminium. Si je prends le cas du basalte, c'est la même chose. D'accord? Je regarde pour le basalte, le taux de silice, beaucoup plus faible que dans le granit, mais après altération, ça devient davantage beaucoup plus faible. D'accord? Quand on regarde les oxydes de fer, etc., qu'est-ce que je vois? Il y a également un enrichissement. D'accord? La serpentine, c'est la même chose.
il faut tout simplement de regarder la nature de la roche. Au point de départ, le contenu de la roche mère et à l'arrivée, le produit d'altération. Alors maintenant, regardez-moi ces deux. On va faire le rapport entre les oxydes de fer et les oxydes d'aluminium pour voir quelles sont les catégories de roches qui nous amènent vers les bauxites ou bien les catégories de roches qui nous amènent vers les latérites. La bauxite, c'est une forme de latérite, mais qui est plutôt riche en aluminium. Donc, quand on fait ce rapport-là, ici, oxyde de fer sur oxyde d'aluminium, on voit que pour ces quatre-là, que ce rapport F est inférieur à 1. Alors que pour les quatre ici en bas, ce rapport est supérieur à 1. Qu'est-ce que cela vous inspire? En haut, oui, donc ici, on a affaire avec beaucoup plus de dépôts d'oxyde d'aluminium comparé aux oxydes de fer. Donc on tend vers les oxydes. Donnez-moi deux exemples de roches qui, après altération, peuvent évoluer vers les oxydes. Donnez-moi deux exemples de roches qui peuvent évoluer pour donner de la latérite pure. Alors, vous voyez, je vous pose une question plus simple. On vous dit la roche qui donne plus de bauxite, et je vous fais une proposition, 3 propositions, et je vous écoute. La roche qui évolue pour donner plus de bauxite. Je vous propose la serpentine, je vous propose l'argile, je vous propose le granit. Et là, vous n'aurez pas ces tableaux-là. Je n'ai pas compris. Tu n'as pas compris quoi? Les rapports. Oui, là, tu vois ça, on a fait un rapport. On a écrit Fe2O3 sur Ha2O3. Là, c'est des pourcentages. Donc, on fait le rapport du pourcentage de Fe2O3 sur le pourcentage de celui-là. Donc, on fait le rapport, ça vous donne ça, 0,61. Pour ces 4 roches-là, on a toujours une valeur qui est inférieure à 1. Donc, le rapport, on va noter R est inférieur à 1. Si le rapport est inférieur à 1, si mon rapport est inférieur à 1, ça veut dire que le dénominateur est beaucoup plus important que le numérateur. C'est d'accord? Si le rapport est supérieur à 1, ça veut dire que le numérateur qui est plus important que le dénominateur. D'accord? Donc ici, puisque le rapport est inférieur à 1, c'est le dénominateur qui est plus important. Les oxydes d'alumine. Et les oxydes d'alumine, il faut les chercher dans les bauxites. Si le rapport est supérieur à 1, c'est le numérateur qui est plus important. Le numérateur, ce sont les oxydes de fer. On va aller vers les... Alors, donc, caractéristiques des bauxites, la bauxite et l'aluminium. Bauxite égale minerai le plus utilisé pour obtenir de l'alumine au temps mort. Le bauxite donne 2 tonnes d'alumine et ces 2 tonnes arrivent à produire 1 tonne d'aluminium. Ça ne prend rien par rapport à l'utilité de l'aluminium. Métal le plus abondant au sein de l'époque terrestre, dont il est le 3e constituant le plus important, 8%. Quels sont les 2 autres éléments les plus importants avant l'aluminium? Hein? Dans l'époque terrestre, quels sont les 2 éléments chimiques les plus importants que l'aluminium?